Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va parler du contrat engagement jeune et du chômage des jeunes dans l'Union européenne. Donc, sujet pas forcément très attrayant de premier abord, mais vous allez voir, on va expliquer bien tout ça et on va rendre ça intéressant. Donc, aujourd'hui, on est avec Alexis Gibellini, qui est président des Jeunes Progressistes, et notre sujet, c'est le chômage des jeunes en Europe. Donc tout d'abord, je vais laisser Monsieur Gibellini rapidement se présenter et présenter son mouvement politique. Oui, merci beaucoup Juliette. Bonsoir à tous. Alors Alexis, c'est très bien aussi parce que sinon ça fait un peu vieux, même si je commence à être un vieux jeune de 30 ans, mais bon. Donc Alexis Gibellini, et oui, président des Jeunes Progressistes, qui est le mouvement de jeunesse de Territoire de Progrès, qui est un parti de centre-gauche dans la majorité présidentielle, et qui justement a pour objectif de faire vivre les idées de gauche dans la Macronie, on va dire. Et nous, les Jeunes Progressistes, on est à peu près 400 au niveau national, et Territoire de Progrès, c'est à peu près 3000 adhérents, pareil, au niveau national. Voilà. À côté de ça, je suis jeune actif, donc, et étudiant depuis, j'ai été étudiant encore il y a quelques temps en formation, mais professionnelle. Donc, j'ai resuivi une formation c'est pas une formation initiale du coup, mais une formation pro. D'accord. Et avec un statut d'étudiant. Parfait, voilà. Merci pour ces présentations. Je dois préciser, avant qu'on entre dans le vif du sujet, donc c'est un programme qui aujourd'hui est cofinancé par l'Union européenne et que les avis qui vont être exprimés aujourd'hui n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne, et que le programme n'engage en aucune façon la responsabilité de la Commission européenne. Et j'ai également oublié de me présenter et de présenter Antoine. Donc moi, je travaille pour le DRANCH, donc sur les sujets européens et sur les sujets économiques. Et Antoine, si tu veux te présenter. Antoine Dujardin, bonjour. Ceux qui connaissent bien la chaîne m'ont vu régulièrement. Je suis donc le rédacteur en chef du journal Le Dranche. Et c'est à ce titre que je viens, avec Juliette, poser quelques questions ce soir, essentiellement sur la question du chômage des jeunes et de la précarité étudiante. Voilà. Top. Donc pour commencer, on va vous parler un peu plus de ce sujet pour vous expliquer pourquoi on en parle et quels sont les enjeux. Donc, le contrat engagement jeune, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler du programme Un jeune, une solution, qui avait fait pas mal parler de lui ces dernières années. Il avait été lancé en juillet 2020 suite à la crise du Covid pour aider les jeunes à trouver un emploi. Et à partir du 1er mars 2022, donc c'est le contrat engagement jeune qui a pris le relais de ce programme. Et ce programme donc prévoit un accompagnement personnalisé des jeunes sur une durée de 6 à 12 mois, suivant les besoins et les profils. Et la personne accompagnée pourra recevoir une allocation qui ira jusqu'à 500 € par mois. Et en contrepartie de cette allocation, il faudra que le jeune fournisse 15 à 20 heures de présence, donc soit en formation, soit en entreprise, en apprentissage. Et c'est donc pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, qui ne suivent pas de formation et qui présentent des difficultés d'accès à l'emploi. Et on estime que ça peut concerner jusqu'à 400 jeunes en 2022. Donc ça, c'est pour la France et pour ce qu'est le contrat engagement jeune dans sa praticité. Donc il faut savoir que dans l'Union européenne, actuellement, il y a à peu près 14% de taux de chômage en moyenne chez les jeunes. Donc là, c'est pour les 15-24 ans. Mais que c'est un chiffre en fait qui va beaucoup varier d'un pays à l'autre. Donc par exemple, en Allemagne, on est à 6% de chômage, tandis qu'en Espagne, on est à 27%. Donc on voit qu'on a des grosses disparités. Et en France, on a 16,5% des jeunes actifs qui sont au chômage. Donc on est entre les deux. Alors, en France, donc, on sait que les confinements et la crise du Covid ont eu un gros impact sur le chômage des jeunes et sur la santé mentale des jeunes, et qu'à ce moment-là, il y a une grosse dégradation dans les perspectives d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui, à ce moment-là, ont décidé de poursuivre leurs études plutôt que de chercher un travail. Néanmoins, donc, d'après la DARES, qui est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, en 2021, on a vu une baisse de chômage des jeunes qui serait en partie due à la démocratisation des contrats d'alternance, qui ont notamment été favorisés et mis en place grâce aux politiques de cohésion européenne. Parce que oui, aujourd'hui, on va aussi un peu parler des politiques de cohésion. Pourquoi? Simplement parce que en fait, la relance économique en France a notamment été permise par le plan France Relance, qui a été financé notamment par Next Generation EU, donc le plan de relance européen,
qui a aussi servi à financer Un jeune, une solution. Donc accrochez-vous, c'est un peu complexe, mais on va y arriver. Donc il y a beaucoup de plans et de financements différents dans l'Union, mais on va essayer de bien expliquer tout ça. Donc on a d'une part les missions locales qui sont financées par le Fonds social européen. Donc voilà, c'est un fonds européen qui a pour objectif de résorber le chômage dans l'Union. Et on a aussi donc, le fonds Erasmus+, le programme Erasmus+, qui finance les missions locales. Et enfin, donc, le contrat engagement jeune est mis en place à travers la garantie renforcée pour la jeunesse, qui fait partie de l'initiative emploi jeune, qui est désormais intégrée au Fonds social européen. Donc voilà un peu pour d'où viennent ces politiques et qui finance quoi. Et aujourd'hui, on va se demander si finalement ce contrat engagement jeune va être efficace pour lutter contre le chômage. Donc on va commencer avec les questions. Oui. Donc c'est parti. Alexis, on sait que le contrat engagement jeune ne s'adresse pas aux étudiants. Donc la première question qu'on aurait, c'est comment aider les étudiants en fait, qui connaissent une grande précarité financière, parce que finalement ce sont eux aussi des jeunes, et on sait qu'aujourd'hui la pauvreté des étudiants est une des premières causes de l'échec universitaire en France. Parce qu'en fait, de nombreux jeunes sont contraints d'arrêter leurs études pour pouvoir travailler en fait, et pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là en fait ? Tout à fait. Effectivement, le contrat d'engagement jeune, c'est pas vraiment les étudiants qui sont visés, c'est plutôt c'est les NEET, donc c'est-à-dire c'est les jeunes qui sont ni en formation, ni en études, ni dans l'emploi. Et donc c'est pas à eux que ça va pouvoir s'adresser. Donc le contrat d'engagement jeune, c'est un outil quand même, il faut quand même le dire, c'est un outil qui est intéressant, qui est utile, mais peut-être qu'on y reviendra. Par contre, c'est pas la solution effectivement c'est pas ça qui permet de structurellement et fortement faire baisser le chômage. C'est plutôt un outil d'accompagnement et de réinsertion. Donc pour ce qui est de lutter contre le chômage, et là en s'adressant un peu plus largement à tous les jeunes, y compris donc aux étudiants, alors peut-être plutôt en sortie d'études par contre, ou alors quand ils sont en études, de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça par contre c'est l'enjeu des bourses. Du niveau de vie. Ça, le gouvernement est en train de lancer une concertation sur la réforme des bourses. Donc, il est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais effectivement, il y a des réflexions là-dessus et c'est un enjeu qui est vraiment très important. Là, on est d'accord là-dessus. Donc, ça passe par les bourses quand on est en études, ou alors après, il y a des modèles, par exemple, c'est au Danemark, il me semble, où il y a un revenu étudiant d'activité. Ça peut être un modèle aussi intéressant. Donc c'est une bourse mais qui en même temps incite à travailler un petit peu à côté, mais avec là il faut être vigilant parce qu'effectivement quand on travaille à côté des études ça peut aussi avoir des effets un peu mauvais sur la réussite. Il faut que ce soit bien dosé. Et après quand on parle de la sortie d'études, là à ce moment-là c'est effectivement tous les efforts de formation, de mise en adéquation entre l'offre d'emploi et donc rapprocher en fait finalement les jeunes des entreprises et des recruteurs. Donc ça c'est un vrai enjeu. Ça commence dès l'université et à mon avis en France on est encore assez mauvais sur ça. Donc il faut vraiment, ça c'est un enjeu assez fort de pouvoir rapprocher le monde universitaire et étudiant du monde économique et du monde du travail en fait, tout simplement. Ça, c'est un enjeu très important. Et puis, pour ceux qui encore galéreraient, c'est de renforcer les aides sociales, notre modèle social. Donc là, c'est un peu tous les travaux aussi sur, par exemple, la solidarité à la source, qui est une mesure du gouvernement qui va entrer progressivement en vigueur et dont l'objectif est de rendre automatique le versement des aides sociales. Donc là, ça ne concerne pas uniquement les jeunes, c'est très large, ça concerne tous les allocataires de prestations sociales. Quelque chose qui puisse être spécifiquement ciblé sur les jeunes. Et donc là, ça peut être un peu comme le revenu dont je viens de parler, le revenu étudiant, ou bien un revenu universel d'activité. Pour les jeunes qui galéreraient en sortie d'études, de pouvoir avoir un peu de revenus et pour pouvoir au moins vivre et puis au moins financer des formations, des actions, etc. pour pouvoir trouver après un emploi un peu plus facilement. Alors ça c'est une question importante puisque le gouvernement s'est opposé à ce qu'on a appelé le RSA jeune, le RSA pour les 18-25 ans, mais vous au contraire vous y seriez plutôt favorable alors? Alors pas tellement parce que
Le RSA, dans sa formule actuelle, et ça, c'est une autre réforme encore. Hein. Donc, il y a beaucoup de sujets, hein, on le voit, ils sont mêlés. Le RSA, c'est un sujet encore, bien spécifique, et sur lequel il va y avoir des réformes du gouvernement, là aussi. Dans l'objectif, justement, de le rendre plus incitatif dans ses effets, c'est-à-dire de pas uniquement verser une somme, ça c'est bien et c'est très important, mais aussi de pouvoir inciter plus fortement à la reprise d'activité. Voilà, moi je connais des jeunes, hein, j'en côtoie beaucoup, et moi j'en connais certains, ils passent leur vie. Après, ça concerne une minorité, très certainement. Mais il y en a certains, ils passent leur vie à toucher le RSA et à être devant la console de jeu. Je pense que ce n'est pas un modèle très enviable, voilà. Enfin, même si ça concerne une minorité, encore une fois. Mais du coup, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment ce RSA il permet de mieux intégrer, de mieux inclure vers l'emploi. C'est un débat, enfin, c'est une réforme qui ne vise pas uniquement les jeunes, en fait. Voilà. Et après, il y a la question de l'ouverture aux jeunes, effectivement, parce que en dessous de 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, le RSA n'est pas ouvert, ou alors de manière assez limitée. Ouais, il y a quelques conditions vraiment très spécifiques. Il faut notamment avoir été dans l'emploi pendant une durée assez longue, mais c'est assez restrictif. Il y a effectivement peu de gens qui sont concernés entre 18 et 25 ans. Voilà, tout à fait. Et donc, moi, ce que je verrais bien sur cette tranche-là de 18-25, c'est plutôt ce revenu spécifique, un revenu universel d'activité. Et là, dont l'objectif serait un peu comme le CEJ. Un CEJ, mais destiné aux 18-25 en sortie d'études et qui éventuellement se retrouverait un peu embêté. Et là, le but pourrait être de verser une somme assez importante, mais en contrepartie d'un engagement de formation, ou même si un emploi est occupé, de pouvoir avoir un petit plus, en plus. Mais c'est pas le RSA, parce que certains plaident plutôt pour ouvrir le RSA à tout le monde sans vraiment travailler sur la partie incitation. C'est pas vraiment notre position, et pas la mienne en tout cas. Pour moi, c'est vraiment, il faut que ce soit lié aussi à une reprise d'activité et à une incitation assez forte à avoir un emploi, en fait. Voilà. Alors, la prochaine question, qu'on aurait, c'est notamment sur, vous en avez déjà un peu parlé, mais sur la rémunération, en fait, du CEJ. Donc, on l'a dit, c'est 500 € par mois maximum, mais c'est moins que ça pour les jeunes qui, notamment, vivent encore chez leurs parents. Ça tombe à 300 €. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas finalement suffisant pour aller vers l'indépendance? Est-ce que ça suffit pour inciter les jeunes à s'inscrire? Et comment, en fait, les jeunes vont-ils accepter une si faible rémunération en échange de leur temps? Donc, comment ça se met en place concrètement? Alors, oui. Donc, sur le différentiel, en fait, le cas général, c'est que ça peut aller jusqu'à 500 €. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Après c'est un peu technique tout ça, mais le cas général c'est de pouvoir avoir les 500 €. En revanche, si on est rattaché fiscalement, à ce moment-là, ça descend à 300, ou alors entre 300 et 500. C'est un petit peu technique, mais parce que c'est pour une raison assez simple, c'est que quand on est sous le toit de ses parents, quand même on a beaucoup moins de charges. Et donc moins de dépenses, notamment le logement, les courses, voilà. Normalement, la vie est un peu moins compliquée, mais on est un peu moins indépendant aussi, hein, c'est la contrepartie. Donc du coup, ça explique que ça puisse être un peu moins. Et moi, je le vois un peu différemment, c'est-à-dire, au contraire, ça favorise ceux qui essayent de prendre un peu plus de risques et d'avoir une vraie autonomie. Donc quand on est plus sous le toit de ses parents, c'est assez logique de pouvoir avoir plus. Alors après, effectivement, on peut se demander 300 si c'est pas trop peu, et même 500 si c'est pas trop peu. En plus, dans un contexte d'inflation où tout coûte plus cher, les courses sont chères, l'accès au logement est de plus en plus difficile dans les grandes villes, et pas seulement, mais souvent dans les lieux où il y a les grandes facs, etc. Ça devient de plus en plus inaccessible ou alors très compliqué. Sans parler après de tout ce qui s'ajoute, les transports, donc le métro, etc. Ou la voiture si on en a une, le permis aussi, tout ça, effectivement, il y a plein de choses qui entrent en compte.
Après, est-ce que c'est au CEJ de tout prendre en charge? Là, je ne sais pas. C'est-à-dire, ça peut être aussi, quand on parle logement, c'est les allocations logement. Quand c'est le permis de conduire, par exemple, il peut y avoir Pôle emploi qui finance des choses ou le compte personnel de formation. Et ainsi de suite. Enfin, voilà, je ne sais pas si tout doit rentrer dans l'enveloppe du CEJ. Mais ce qui est sûr, c'est que 300 € pour vivre, c'est très compliqué, oui. Ça, c'est clair. Donc après, c'est une vraie réflexion. C'est un peu le sujet, finalement, on retombe sur, j'ai un peu anticipé, mais c'est un peu le sujet du revenu universel d'activité ou du revenu étudiant. Et donc, c'est avoir une vraie réflexion sur comment on accompagne à la fois l'activité, mais aussi qu'on donne un niveau de vie suffisant à nos jeunes. Et ça, ça ne concerne pas uniquement les jeunes qui sont sous CEJ, mais aussi tous étudiants, même jeunes actifs, etc. Quoi, voilà. Donc, c'est un vrai sujet à avoir. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question, qui est justement sur le niveau de vie qu'on veut donner aux jeunes, en fait. Donc, même si effectivement il existe plusieurs sources d'aide, moi j'aimerais revenir sur les solutions qui ont pu être apportées par le gouvernement, notamment suite à la crise Covid. Donc, avec le plan Un jeune, une solution. Il y a notamment eu l'alternance qui s'est beaucoup développée, les services civiques aussi qui ont été pas mal boostés. Et certes, ça a permis à des jeunes de trouver un emploi dans une situation qui était très difficile. Donc ça, c'est louable. Mais en fait, on se rend compte que c'est des emplois qui restent financièrement très précaires. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été, par exemple, titulaires d'un master, qui sortaient des études, qui se sont retrouvés, par exemple, en service civique. Et donc, on peut dire que d'un côté, c'est bien parce qu'ils ont un emploi, mais c'est quelque chose qui est payé 400 € par mois. Donc, est-ce qu'en fait, en sortant d'un master, c'est souhaitable de se retrouver dans cette solution? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certaines actions du gouvernement qui prennent l'option en fait, de maintenir les jeunes actifs dans la précarité malgré un certain niveau de diplôme? Et comment on fait en fait, pour finalement lutter contre le chômage des jeunes, mais sans maintenir les jeunes dans la précarité? Parce que c'est aussi un enjeu qui est important finalement. Parce qu'on peut en fait, baisser artificiellement les chiffres du chômage, mais finalement sans modifier la pauvreté des individus. Oui, je suis assez d'accord. Mais finalement, c'est un peu le même sujet que juste la question d'avant. Et donc, ça veut dire, alors service civique, mais aussi on peut penser aux stages, par exemple. Moi, je ne trouve pas normal qu'il puisse y avoir des stages encore à 0 €, par exemple, quand ils durent entre 1 ou 2 mois, il me semble. C'est possible que ce soit encore pas rémunéré. Ça ne devrait pas, à mon avis, c'est pas très normal. Ou alors, si c'est un stage d'une semaine, à la limite, c'est un stage d'observation. Mais quand on parle d'un vrai stage, pour un étudiant qui soit, je sais pas, entre la licence et le master, il est déjà en capacité de produire des choses, une analyse, enfin, peu importe le sujet. Mais donc, c'est pas un emploi, c'est quand même, mais c'est pas non plus, on fait pas ça gratuitement, quoi. Enfin, donc pour moi, c'est pas normal, ça, déjà sur la partie stage, qui est encore plus scandaleuse, sur la possibilité de gratuité. Et après, oui, effectivement, alors même les gratifications, si on parle encore des stages, l'enveloppe pour le service civique, effectivement, c'est la même chose que le CEJ, c'est-à-dire ça reste assez modeste et très précaire, je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand on débute, il faut parfois passer par des mois, peut-être des années, mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on s'intègre. Forcément, quand on est junior, quand on est jeune, on doit faire aussi un petit peu ses preuves. Après, par contre, c'est là où justement les aides doivent être au niveau. Et donc, ça concerne après tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur ça, mais le logement, quand il devient de plus en plus cher, il faut que ça suive. En termes d'APL, ou quand c'est une aide unique fusionnée, du revenu universel. Si on parle santé, il faut que l'assurance santé, complémentaire santé, etc., puisse aussi être au niveau et abordable, ce qui est souvent pas trop le cas et qui pose de vrais problèmes. Si on parle, et ainsi de suite, quoi. Si on parle pour les étudiants, je reviens un peu sur les étudiants, mais les repas, ça coûte aussi beaucoup, les courses. Donc ça, il y a des choses, par contre, qui ont été faites. C'est, par exemple, les repas à 1 € dans les Crous pour les boursiers. Voilà, ça, c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Et ça s'ajoute, du coup, c'est des choses qui viennent en plus des bourses ou des montants qui sont versés. Moi, je le vois plutôt comme ça.
ou bien alors on arrive à faire une vraie réforme un peu globale. Et là, moi, c'est un peu ce que j'appelle, c'est ce qui avait été envisagé sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un revenu universel d'activité, où là, on fusionne à la fois les différentes aides, les APL, et ainsi de suite, le RSA, et on les rend à la fois automatiques. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place dans les mois, années qui viennent par le gouvernement, mais aussi les fusionner dans une enveloppe globale. Là, c'est vrai que ça devient un peu plus conséquent et peut-être les revaloriser aussi, évidemment, parce que tenir compte du contexte de l'inflation. Mais ça a déjà été fait aussi. Hein. C'est des choses qui ont été votées au Parlement. Donc, l'inflation, en ce moment, est en train d'être intégrée dans les différentes prestations sociales. Donc, c'est les débats sur le budget, etc., où il y a eu le fameux 49.3. Mais donc, voilà, il y a une question, disons, il y a à la fois un sujet d'enveloppe, il y a un sujet d'accès aussi, parce que quand ça existe, d'avoir droit à des aides et de ne pas les réclamer. Donc ça, c'est essentiel que ça ne soit plus le cas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit rendu pas obligatoire, mais automatique. Donc ça, c'est la solidarité à la source. C'est une mesure d'Emmanuel Macron sur la campagne. Alors, et ainsi de suite. Voilà. Il y a plusieurs commentaires au sujet de ce que vous avez évoqué dans le chat. Il y a déjà sur les indemnités de stage. Il y en a qui disent oui, augmentons l'indemnité de stage et abaissons le palier temporel de déclenchement de l'indemnisation obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'en deçà de 2 mois, il n'y a pas d'obligation d'indemniser les stagiaires. 8 semaines de stage. Donc déjà, voilà. Est-ce que vous êtes favorable à une augmentation significative de l'indemnité ou la gratification minimum de stage qui aujourd'hui est de l'ordre de 5 à 600 € par mois? Ça, c'est la première question. Et après, il y a une autre remarque. Vous avez parlé du repas à 1 € dans les Crous. Il y a quelques remarques notamment qui disent c'est un peu comme les transports en commun gratuits. Si les infrastructures ne sont pas adaptées à la hausse de la demande, ça crée presque plus de problèmes que ça n'en résout. Ça c'est presque un problème plus logistique. Le repas à 1 €, j'ai l'impression qu'il faisait plutôt consensus, notamment pendant la crise sanitaire. Mais en tout cas, sur l'indemnité de stage, est-ce que vous pensez qu'il faut l'augmenter de manière importante? Il y a aujourd'hui des entreprises, des grands groupes qui sont un peu sur la sellette en ce moment, qui l'ont même fixé au niveau du SMIC. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, repas à 1 €, juste je le reprends, mais c'est vrai que là, c'est un peu difficile de répondre. Et effectivement, oui, après, c'est une question d'accueil global, de structure. Mais quand il y a eu une crise comme celle du Covid, et là, en ce moment, comme celle de l'inflation, je veux dire, on réfléchit pas trop. Et les repas à 1 €, c'est quand même, c'est plutôt bon à prendre quand même pour les étudiants. Après, oui, il faut être vigilant sur les conditions d'accueil, etc., que ce soit bien le cas. Et que quand un jeune y a droit, il puisse y aller et avoir son repas sans faire, sans faire 1h30 de queue, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Donc oui, il y a un sujet de vigilance sur ça. Et je passe à la question des stages. Et là, là, je suis bien d'accord. C'est que, alors, d'abord, sur le sujet le plus scandaleux, comme je disais, c'est-à-dire la possibilité de non-gratification, ça, pour moi, ça ne doit plus pouvoir exister. Voilà. Ou en tout cas, je ne sais pas, si on parle d'un stage encore une fois, d'une semaine, éventuellement, là, oui, c'est un peu différent. C'est comme en 3e, on vient observer. Là, à la limite, je conçois que ça puisse être non rémunéré, enfin non gratifié. Mais si c'est un stage significatif d'1 mois, 2 mois, là... alors 2 mois, on doit basculer dans le côté gratifié, d'ailleurs, mais bon. Si c'est 1 mois et, je sais pas, je dis une bêtise, 1 mois et 20 jours. Juliette disait c'est 8 semaines pour la gratification obligatoire. Voilà. Et donc, oui, mais du coup, après, il y a un effet de seuil évident, c'est-à-dire si on fait 7 semaines et 2 jours, par exemple, là, on n'est pas gratifié. Donc, pour moi, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que ce soit au minimum, comme pour les autres. Et après, la question des autres, du coup. Et là, il faut que ça, c'est mon avis en tout cas, il faut que ça tienne en compte au minimum de la hausse des prix qu'on connaît actuellement. Et donc de l'inflation, de la vie chère. Et ça veut dire revoir, effectivement, je ne crois pas que ça ait été le cas, à vérifier. Mais il faut au minimum que ça puisse prendre en compte la hausse des prix. Après, une hausse significative, je ne sais pas, il y a une diversité de secteurs, d'entreprises, il faut que ça puisse être aussi adapté. Et après, aux entreprises, par contre, rien n'empêche les entreprises de bien gratifier, je veux dire, vous l'avez dit vous-même.
Donc là, après, c'est une décision volontaire de leur part. Voilà, souvent on parle de la RSE, etc., enfin, des engagements de responsabilité sociétale des entreprises, un peu de leurs actions, on va dire, en plus ou en dehors de leur activité économique. Bah là, à ce moment-là, voilà, c'est aussi aux entreprises de prendre leurs responsabilités et d'être un peu plus volontaristes sur ces sujets-là. Et je précise effectivement, pour connaître le sujet, pourquoi les entreprises le font peu aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand elles sont au plafond, alors dans le chat, on nous précise que c'est 15% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage, donc 3,90 € de l'heure. En fait, les entreprises ne paient aucune charge s'ils restent au plafond minimum, et elles sont tout de suite chargées dès l'euro supplémentaire. Donc la fiscalité aujourd'hui incite énormément à rester au plafond minimum. Mais bon, voilà. Oui, donc c'est vrai que, oui, mais c'est vrai que là, il faudrait peut-être regarder cette question et voir ce qui est possible. Ouais, tout à fait. Il pourrait y avoir un mécanisme, au moins, il pourrait y avoir un mécanisme, je sais pas, sur une tranche, par exemple, je sais pas, donc si c'est 15% le minimum, si on va de 15 à 30, par exemple, pourquoi pas une aide, voilà, ça pourrait être intéressant pour inciter un peu les entreprises à faire mieux. Ouais. Ok, Juliette, je ne sais pas si on aborde tout de suite la question d'après ou... Oui. On peut enchaîner, on a encore pas mal de questions. Vas-y alors. Peut-être pour revenir plus sur les CEJ, avant de revenir peut-être à des problématiques plus larges. Donc on a certaines personnes qui estiment que le CEJ ne serait pas adapté aux jeunes dans tous les territoires, notamment parce que pour qu'il fonctionne, il faudrait une offre assez riche des acteurs associatifs de proximité, puisque ça implique 15 à 20 heures de formation qui peuvent être très variées, ce qui donc implique d'avoir assez de propositions d'accompagnement sur le territoire. Donc comment on fait en fait pour avoir un CEJ qui soit efficace quand on n'est pas dans des grandes villes où il y a justement beaucoup d'acteurs qui peuvent proposer des formations? Ouais, ça c'est un sujet auquel je suis très 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 sensible, c'est-à-dire la fracture territoriale et comment elle a des effets sur la situation sociale et notamment de nos jeunes. Parce que je connais bien, je suis plutôt basé sur Marseille et je connais assez bien par exemple les quartiers nord. Donc c'est parmi les quartiers les plus pauvres de France, voire d'Europe pour certains. Et effectivement, oui, donc c'est très très important, mais c'est valable pour plein d'autres quartiers, ou dans la ruralité aussi, certainement. Et oui, il y a un sujet d'accès. Et là, ça peut poser notamment la question des moyens des missions locales, qui sont quand même, c'est des structures qui sont souvent un peu démunies, et aussi qui sont un peu inconnues des jeunes. C'est-à-dire, moi, le premier, quand j'étais encore étudiant ou même avant, jamais j'avais entendu parler de la mission locale, quoi. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Comment les jeunes peuvent du coup aller demander une aide auquel ils ont droit, alors qu'ils connaissent même pas certainement l'aide du coup d'ailleurs en question, et puis l'organisme qui peut les aider pour y avoir droit. Donc ça c'est un vrai sujet. Et effectivement c'est d'autant plus le cas quand on est dans des quartiers difficiles ou dans la ruralité, qu'on est un peu isolé et qu'on a moins de moyens publics de la part des pouvoirs publics. Et donc là, oui. Alors, une mission locale, il me semble que c'est le département, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a un sujet de moyens, des pouvoirs publics, quoi, d'avoir les agents suffisants et bien répartis sur le territoire pour avoir, effectivement, comme vous le dites, c'est une offre homogène et qu'il puisse y avoir une égalité, finalement, de traitement territorial, l'égalité des chances et d'accès surtout au CEJ. Et surtout, et du coup, ça peut même amener à des situations, juste je complète là-dessus, c'est que sûrement dans les endroits où il y a le plus de besoins, c'est là où il y a le moins d'accès en fait. Et donc, où c'est encore plus compliqué d'avoir accès. Et là, ça, c'est un scandale. Dans les quartiers les plus paupérisés de France, il devrait y avoir, au contraire, le double de moyens, presque, j'exagère. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment les moyens sur les territoires les plus fragiles et où il y a les habitants, du coup, les jeunes, qui sont souvent dans les quartiers les plus pauvres et donc qui
puissent être accompagnés, il faut aller les chercher. C'est au pouvoir public, aux politiques, aux élus, d'aller chercher ces jeunes-là. Sinon, eux, ils ne viennent pas. Et donc là, ça crée des situations vraiment d'injustice sociale énormes. Justement, ça m'amène à ma prochaine question, notamment sur les jeunes qui sont vraiment en rupture, on va dire, en grande rupture, et ça pourrait concerner jusqu'à 20 000 jeunes en France. Est-ce que les heures qui sont imposées par le CEJ, ça pourrait pas être repoussoir pour eux, en fait, parce que c'est quand même une assez grande contrainte sur 6 ou 12 mois. Il y en a qui sont pas forcément, qui ont simplement pas envie, qui sont même pas dans la capacité, en fait, de suivre un tel programme ou de rentrer dans une dynamique comme ça. Et du coup, comment on fait pour atteindre ces jeunes qui ne sont pas assez motivés? Comment est-ce qu'on atteint en fait finalement les objectifs du gouvernement dans cette situation? Oui, alors peut-être d'abord rappeler, parce que du coup il y a beaucoup de chiffres. D'abord juste rappeler que là le CEJ à l'heure actuelle c'est environ 200 000 jeunes bénéficiaires depuis 6-7 mois, donc mars 2022. Et donc c'est quand même, ça commence à être assez massif et c'est plutôt, il y a une bonne dynamique, hein, et pas mal de jeunes qui ont droit, qui commencent à passer dans ce parcours-là, et aussi de très bons résultats de satisfaction. Plus de 8 sur 10 parmi ces jeunes-là qui se disent soit satisfaits, soit prêts à le recommander, ou qui disent même avoir gagné en autonomie. Bon, voilà, donc il y a déjà, même si l'accès ne va pas de soi, il y a quand même un nombre significatif de jeunes qui ont pu avoir droit à ce contrat d'engagement jeune. Après, ouais, sur les 20 000 en grande précarité ou en grande rupture, donc là, c'est encore, c'est le stade, c'est un peu ce dont je parlais peut-être tout à l'heure, là. C'est-à-dire qu'ils sont alors, à la fois qui ont peut-être pas de diplôme, même qui ont été déscolarisés, qui vivent dans des quartiers difficiles, etc., etc. Souvent, tout ça se cumule d'ailleurs. Et donc, comment aller les chercher, ces 20 000, ces 20 000 jeunes? Et là, ça, c'est le vrai sujet, en fait. Hein. Et ça, alors, est-ce que c'est repoussoir? Oui. Peut-être. Ça veut dire que oui, il faut pouvoir aussi être flexible et aménager le dispositif pour pouvoir aussi entraîner. Et oui, c'est vrai, il faut une certaine souplesse, certainement. Après, je ne sais pas concrètement... au niveau de Pôle emploi, des missions locales, est-ce que, je ne sais pas trop, je ne sais pas le dire. Est-ce qu'il y a des choses un peu prévues pour ces jeunes-là? C'est peut-être le cas, hein, certainement. Mais oui, il faut une vraie vigilance pour pouvoir aussi ne pas écarter ceux qui sont les plus en difficulté. Et c'est même le contraire, c'est ce que je disais, c'est qu'au contraire, on devrait vraiment se mobiliser et aller les chercher et mettre plus de moyens. Donc c'est vrai que si on est trop exigeant ou si on est trop inflexible, ça peut être un peu compliqué d'aller chercher tout le monde. Et là, l'enjeu, c'est de rassembler le plus largement possible, d'inclure un maximum de jeunes, et notamment ceux qui sont plus en difficulté. Donc oui, voilà, une certaine souplesse à avoir. Et je suis sûr qu'il y a un traitement quand même au cas par cas qui est fait en fait, hein, dans la réalité. Mais le sujet, c'est peut-être en fait surtout l'accès. Et donc, c'est comment on va chercher ces jeunes-là. Et après, on les garde. Ça doit être assez faisable. Mais c'est déjà d'aller les chercher, et faire savoir qu'il existe ce contrat. Et voilà. Mais ça, c'est le vrai défi. C'est plus dur, en fait. Donc ça m'amène à la dernière critique que nous, on a pu voir sur le CEJ. Donc ça concerne à nouveau les 15 à 20 heures de formation. En fait, il y a des personnes qui estiment qu'avoir ce nombre obligatoire d'heures par semaine, ça pourrait amener à un certain contrôle social et qu'on pourrait plus se focaliser justement sur ce contrôle des jeunes plutôt que sur l'accompagnement en lui-même. Et il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on propose en mission locale et qu'est-ce que le jeune fait déjà en extérieur et comment finalement on cumule les deux. Du coup, est-ce que finalement c'est des mesures d'accompagnement qui sont forcément adaptées? Oui, c'est un bon sujet. C'est un peu pareil là, c'est-à-dire, et c'est aussi comment le mécanisme peut être flexible et s'ajuster en fonction du profil de chaque jeune. Donc les 15 à 20, alors moi je trouve que c'est quand même, ça reste assez raisonnable, hein, parce que nous après quand on est dans la vie active, on est plutôt, la norme c'est plutôt de faire 35 heures, voire parfois beaucoup plus. Donc bon, de 15 à 20, moi ça me choque pas trop.
Après, le but, encore une fois, c'est que ça puisse tenir dans la durée et puis surtout que le jeune se sente accompagné, que ce soit utile pour lui, qu'il ait le sentiment de progresser, de gagner en autonomie, d'être formé, enfin voilà, plein de bonnes choses. Donc, pourquoi pas, oui, une certaine souplesse là aussi, et de bien prendre en compte, comme vous le dites, s'il y a, je sais pas, s'il va se former, faire telle action, mais qui n'est pas du tout dans le champ de la mission locale, il faut que ça puisse être pris en compte, oui. Donc là, après, c'est une question d'harmonisation, enfin, ou de guichet unique un peu. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisme qui accompagne puisse avoir la vision d'ensemble et se coordonner après avec les autres opérateurs qui pourraient intervenir. Mais en tous les cas, le jeune, s'il fait 15 à 20 heures et que c'est pas intégralement dans la mission locale, je veux dire, c'est pas scandaleux. Voilà. L'important, c'est qu'il arrive à progresser, qu'il soit accompagné. Et si c'est, je sais pas, 10 heures dans la mission locale et le reste du temps ailleurs de sa propre initiative, en allant suivre des cours ou autre, ou avec une association qui l'aide à faire des CV, par exemple, eh ben, c'est tout aussi bien. C'est même peut-être encore mieux. Ça permet de s'ouvrir un peu voilà, sur la société, dans le monde actif. C'est bien de ne pas s'enfermer dans des structures juste qui sont là. Voilà. Après, là, encore une fois, je pense qu'il peut y avoir une certaine souplesse dans la réalité des cas, hein, et que je ne pense pas que ce soit pointé à la minute près. Il faudrait vérifier. Mais je ne pense pas que ce soit pointé à la minute près pour savoir s'il a fait 14,59 heures, ou enfin 14 heures et 59 minutes, ou s'il a fait bien les 15 heures. Voilà, je pense qu'il y a quand même une marge de souplesse. Ou après, ça peut être aussi d'une semaine sur l'autre. Je ne sais pas, une semaine où on fait 12 heures, la semaine d'après, allez, je sais pas, on fait 22 heures, je dis n'importe quoi, mais voilà, il faut avoir une vision un peu d'ensemble et que tout ça soit profitable et surtout que ça aide à progresser nos jeunes qui en ont bien besoin. Donc, top. J'aimerais revenir à des sujets peut-être un peu plus larges sur le chômage des jeunes, si ça vous convient. Ouais. Très bien. Donc, on l'a dit, donc à l'échelle européenne, il y a 27% des jeunes qui sont au chômage et on voit qu'il y a de grandes disparités entre les pays. Donc, voilà, on l'a dit, 27% en Espagne, 6% en Allemagne. Est-ce que, d'après vous, les aides qui sont mises en place à l'échelle européenne permettent de résorber les inégalités entre les régions européennes et est-ce qu'en France en particulier, les choses sont, on va dire, bien faites? Est-ce que les aides de l'UE sont bien utilisées d'après vous? Alors, là, c'est un sujet qui peut être un peu technique parce que oui, il y a des sujets de financement européen, ça transite par les régions, parfois par l'État, bon, ça dépend des sujets. Donc, savoir si les financements européens sont bien utilisés, ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très, très bien. Peut-être qu'il y a des marges d'amélioration, c'est très possible. En tous les cas, l'Europe offre quand même de belles perspectives, même... On parle de l'emploi, mais il y a aussi, je voulais le rappeler, hein, mais il y a aussi déjà au niveau des études, un programme comme Erasmus, c'est quand même une superbe avancée. Moi, personnellement, je regrette un peu de ne pas avoir pu le faire, mais voilà, c'est un super programme et ça vient de l'Europe. Donc ça, c'est aussi des acquis, c'est des choses très intéressantes qui existent déjà, qui viennent aider nos jeunes avant même l'entrée dans l'emploi et qui permettent aussi de s'ouvrir au monde, à la société, voilà, de aussi se former, et c'est très important. Après, sur du coup, est-ce que l'Europe en fait assez? C'est un peu ça en fait aussi la question. Peut-être pas, enfin, c'est-à-dire on peut toujours faire mieux. Et c'est important que l'Europe, parce que nos jeunes et puis les citoyens en général, hein, font pas très bien le lien entre les actions qui sont financées par l'Europe, ou plutôt les financements européens, et après justement les actions qui sont en fait financées par l'Europe. Souvent, par exemple, le contrat d'engagement jeune, je pense que personne quasiment ne sait que c'est aussi financé par l'Europe. Et donc ça, c'est un problème en fait. Il faut réussir à faire ce lien entre les différents programmes, les accompagnements, les actions, et puis leur origine souvent financière européenne. Il faut qu'il puisse y avoir cette... en tout cas, nous, au niveau politique, il faut aussi qu'on arrive à donner cette visibilité-là aux jeunes et puis à tous les Français.
sur ce que l'Europe en fait apporte concrètement dans les territoires pour la population, pour les jeunes. Qu'est-ce qu'elle vient financer, quoi. Il faut idéalement même, je crois que ça avait été un petit peu fait, mais je crois de moins en moins, par exemple, dire, je sais pas, telle action, c'est, je dis par exemple n'importe quoi, mais c'est à 1 million d'euros, c'est l'Europe, sur telle et telle région. Voilà, et ainsi de suite. Il faut pouvoir vraiment quantifier ça, que ce soit beaucoup plus lisible pour tout le monde et plus simple, parce que c'est vrai que c'est des sujets parfois extrêmement techniques et pas du tout faciles d'accès. Donc, il faut pouvoir faire ce travail d'explication et de mise en visibilité, quoi. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, un peu de vulgarisation, même si c'est pas facile. Et du coup, sur un sujet assez proche, l'INSEE estime qu'en 2017, il y avait 45% des personnes de 25 à 34 ans qui avaient un diplôme supérieur. Et du coup, on revient sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, sur comment aller jusqu'au bout de ses études. Et finalement, au-delà du CEJ, est-ce que pour limiter le chômage des jeunes, on ne ferait pas mieux d'investir plus dans l'éducation en France, donc notamment dans l'enseignement supérieur, mais aussi peut-être sur des formations qui ont peut-être moins bonne réputation, notamment des formations plus manuelles et plus courtes, qui permettent d'accéder à l'emploi de manière plus rapide. Donc comment en fait mettre en avant l'éducation qui est finalement, on le sait, quand même un moyen, le moyen d'excellence pour arriver vers l'emploi. Oui, alors investir plus, juste d'abord rappeler qu'il y a des investissements quand même massifs en France. Parfois, on l'oublie un petit peu, mais sur l'éducation au sens large, c'est alors de l'école, on va dire, de l'école à l'université, et même en passant par après, par exemple, les jeunes qui touchent le CEJ. Voilà, on va englober un peu tout ça, éducation et formation, disons. Alors, je n'ai même pas le chiffre global, mais c'est plus d'une centaine de milliards d'euros. Juste pour donner ce chiffre-là, l'éducation nationale, le budget du ministère, ça va être pour 2023 plus de 60 milliards d'euros. Donc, c'est quand même, on est quand même plutôt, c'est pas si mal en France. On peut toujours faire mieux, évidemment, mais c'est quand même pas mal. Et là, c'est en hausse de plus de 3 milliards d'euros sur un an pour juste l'éducation nationale. Après, pareil, il faut regarder l'enseignement supérieur, je n'ai pas le chiffre, mais il y a des investissements quand même massifs. Oui. Je pense notamment aux formations plus courtes et plus rapidement diplômantes, notamment qui ont peut-être été un peu délaissées des pouvoirs publics. Où, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, où justement toutes les formations qui peuvent mener à des métiers plus manuels ont été bien plus soutenues par le gouvernement. Et aujourd'hui, on a 6% de chômage en Allemagne. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la seule explication, et on ne peut pas expliquer un taux de chômage des jeunes juste par un investissement dans une formation. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça aurait un impact positif de redistribuer peut-être aussi les financements en France? Oui, donc là, on parle d'apprentissage, par exemple. Et il me semble que là, on atteint plus d'1 million d'apprentis, ou c'est un objectif en tout cas, d'essayer d'arriver à 1 million par an d'apprentis en France. Et il me semble qu'on n'est pas très très loin. Là, ça doit être 700 000, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, il faut renforcer ces efforts-là. Il n'y a pas de comment dire, métier manuel. Enfin, ça, c'est des choses, c'est un peu dépassé, je veux dire. C'est un peu péjoratif, d'ailleurs, souvent. Il n'y a pas de sous-métier. Enfin, je veux dire, si un jeune il veut se lancer pour être, je dis n'importe quoi, là aussi, il peut y avoir plein de choses. Je sais pas, réparer des voitures, être boulanger, être charcutier. Enfin, voilà, c'est des beaux métiers aussi. C'est même hyper exigeant. Enfin, moi, j'ai un respect infini pour les personnes qui font ça parce que les horaires sont juste. C'est impressionnant après de pouvoir travailler dans ça. Donc c'est pas du tout, en tout cas pour moi, c'est pas du tout des métiers manuels ou à dénigrer en tout cas. Et oui, il faut accompagner aussi les jeunes qui peuvent avoir envie de faire ce genre de métier. Il en faut d'ailleurs beaucoup. Il y a parfois des tensions de recrutement. Et donc oui, c'est au pouvoir public aussi de pouvoir accompagner. Alors, par contre, il ne faut pas que ce soit fait par défaut. Voilà, c'est ça aussi un point. C'est-à-dire, parfois, il y a des jeunes, ils ont la capacité de faire des grandes études. Mais ils ne le savent même pas parce qu'ils viennent d'un milieu populaire
Mais je peux le dire parce que moi, ça a été un peu mon cas, en fait. Donc, je me livre, mais voilà. J'aurais pu faire, par exemple, pâtissier. C'est un peu ce que je voulais faire à un moment, ou dans la restauration. Je voulais faire ce genre de choses. Mais encore une fois, pourquoi pas? Enfin, j'aurais pu, peut-être que j'aurais été très heureux. Hein. Mais en fait, on m'a dit, oui, mais Alexis, voilà, tu as aussi la capacité, tu peux faire des études, tu peux faire plus, ou enfin, là encore une fois, c'est pas mieux, c'est autre chose en fait, voilà. Mais tu peux faire autre chose, tu peux faire ça ou ça. Et donc après, oui, j'ai écouté, je me suis dit, oui. Et finalement, j'ai fait ce choix-là. Mais ce que je veux dire, du coup, c'est il peut y avoir parfois la tentation, quand on est d'un milieu populaire, de s'auto-censurer. Et se dire, bah, je sais pas, le master en droit, par exemple, ou faire médecine, c'est pas pour moi. Enfin, je peux pas, j'ai pas les parents qui ont fait ça. Je sais pas comment on fait, quoi. Voilà. Après, il y a une limite aussi au-delà. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle de reproduction sociale qui impacte beaucoup le choix des filières. Il y a aussi une limite en termes de moyens. Il y a aussi beaucoup de familles, et nous on a eu des témoignages de gens qui veulent pas faire assumer à leur famille des études très longues et parfois assez coûteuses, même si on reste en France dans des proportions qui sont pas celles des pays anglo-saxons. Donc, il y a cet enjeu-là. Alors justement, le choix de la filière, c'est un paramètre très important pour garantir l'emploi des jeunes. À ce sujet, c'est un point qu'on n'a pas abordé là, qui n'est pas directement lié au CEJ, mais qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été formulées notamment par quelques parlementaires d'imposer des quotas dans certaines filières, hein, pour justement limiter le nombre de personnes qui s'inscriraient dans des filières diplômantes qui bénéficient pas d'une très bonne conjoncture économique, et justement les forcer par là à s'inscrire dans des filières plus demandées, pas forcément leur premier choix, mais en tout cas des filières qui sont plus susceptibles de leur permettre d'obtenir un premier emploi. Le fait de contraindre un peu le choix de la filière, qu'est-ce que vous en pensez, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas, ou c'est peu le cas, hormis c'est le cas uniquement dans certaines filières comme la médecine par exemple. Oui, alors là, j'avoue que j'ai pas trop suivi cette proposition. Là, c'est pas. Enfin, oui, effectivement, c'est une vraie vigilance, c'est-à-dire les choix politiques sont là pour, oui, avoir une vision globale et orientée sur des filières où il y a des tensions de recrutement, ou à l'inverse où il y a des besoins de recrutement. Enfin, voilà, faire de vrais arbitrages un peu globaux. Donc ça, oui, c'est le rôle aussi du politique, effectivement. Après, vigilance, parce que c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que il faut aussi une vraie égalité des chances, et donc il ne faut pas qu'il y ait des choix par défaut, enfin, ou le moins possible. Et donc c'est important de garantir tous les jeunes qui le veulent, de pouvoir aller jusqu'où ils ont envie d'aller, quoi, voilà. Et même de leur donner les moyens, de les aider à aller se surpasser et de faire mieux, de faire plus ou différemment. Et donc oui, je peux éventuellement comprendre cette proposition, bien que j'en ai pas eu connaissance, donc je découvre en même temps. Après, je dirais vigilance, parce que ça peut avoir des effets pervers complètement. Donc là, il faut que ça puisse être adapté. Et les quotas, souvent, c'est quand même pas très bon, quoi, les quotas. Après, oui, c'est vrai qu'en période de crise, parfois, voilà, encore une fois, c'est des secteurs en tension, ou alors d'autres avec des grands besoins de recrutement. C'est vrai qu'il faut aussi il faut trouver des mesures adaptées. Et c'est peut-être pas les seuls à avoir. Il y a un certain nombre d'autres choses à faire là-dessus. Justement, alors, moi j'ai une dernière question, plus générale autour de la question de l'emploi et du chômage. Et vous parliez de crise économique. Là, très récemment, il y a une proposition du gouvernement par Olivier Dussopt de moduler les conditions d'indemnité pour les chômeurs en fonction de la conjoncture économique. Alors, le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas au montant des indemnités, donc ça, c'est pas un sujet. En revanche, il serait susceptible, du coup, soit de réduire la durée d'indemnisation, soit les conditions pour bénéficier de l'indemnisation, donc notamment le nombre de mois travaillés, qui avait déjà été réduit dans la dernière réforme de l'assurance chômage, qui a été augmenté, pardon. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, on parle de contracyclicité, c'est-à-dire vraiment moduler les conditions d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen d'inciter les gens qui bénéficient de l'assurance chômage à retourner vers l'emploi? Et qu'est-ce que vous pensez des remarques des syndicats qui pensent qu'au contraire, c'est prendre le risque de précariser encore un peu plus les jeunes qui sont dans le chômage?
Alors, sur la réforme de l'assurance chômage, peut-être commencer quand même en disant que c'est une réforme parmi d'autres sur la politique de l'emploi. Donc, je m'explique, c'est qu'il y a aussi, par exemple, un sujet sur le guichet unique. Donc ça, c'est ce qui va s'appeler France Travail. Et c'est aussi pour simplifier l'accès des demandeurs d'emploi aux aides auxquelles ils ont droit. Et bien souvent, on ne le sait pas trop, mais il y a de nombreux chômeurs qui ne vont même pas réclamer leurs aides, leurs allocations, alors qu'ils y ont droit. Et il me semble, il y a une étude il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'est pratiquement 1 sur 2. Donc c'est vraiment massif. Ouais, on n'est pas loin de 50% des gens qui effectivement ne prétendent pas leurs indemnités. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a la méconnaissance de leurs droits ou alors la difficulté justement de faire les démarches pour certaines personnes. Mais effectivement, il y a un gros nombre. Et effectivement, il y a un projet du gouvernement, vous l'avez évoqué plusieurs fois ce soir, qui est d'automatiser le versement des indemnités pour justement résoudre ce problème. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. C'est que, comment dire, c'est une réforme d'ensemble. C'est que, moi, ça me préoccupe un peu plus d'abord de commencer par ça. C'est-à-dire, d'abord, veiller à ce que bien tous les demandeurs d'emploi vont là où ils ont droit et surtout pour percevoir les allocations auxquelles ils sont éligibles. Ça, c'est vachement important. Moi, ça me choque, en fait. Voilà, c'est pas possible quand un chômeur il a droit à son allocation, qu'il ait honte ou qu'il est trop compliqué d'y aller. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important, ça, de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Donc, la question du guichet, la facilité d'accès. Et après, effectivement, il y a aussi cette question de modulation selon le cycle économique, qui là, moi, me parle plutôt. Donc, c'est-à-dire, quand on est en période de crise, le système il va être plus généreux. Alors, c'est le modèle canadien souvent qui est cité, il me semble, là-dessus. Hein. Donc, quand on est en période de crise, par exemple, quand il y a eu le Covid, c'est un cas qui pouvait peut-être s'appliquer, ou même peut-être encore maintenant, avec l'inflation, il faut voir si ça ne peut pas aussi peut-être s'appliquer. Mais bon, la réforme n'est pas encore en vigueur, c'est un peu compliqué de prévoir. Bref, quand il y a une période de crise économique, ou quand il y a des difficultés fortes sur le marché du travail, et dans l'économie, c'est de pouvoir avoir un système plus généreux. Ça me parle. Et à l'inverse, quand la situation est plutôt bonne ou s'améliore ou est très bonne, ça peut arriver. Et il y a quelque temps, jusqu'à ce qu'il y ait la crise de l'inflation et des carburants, là, d'avoir un système un peu plus, je dirais, incitatif. L'idée, c'est pas de restreindre des droits. En tout cas, pas pour moi, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt, on va inciter les demandeurs d'emploi à aller un peu plus vite retrouver de l'emploi. Parce que, pour une raison simple, c'est que quand ça va mieux dans l'économie, c'est que normalement, il y a plus d'entreprises qui recrutent. En règle générale, bon, je simplifie un peu, mais en règle générale, il y a plus d'emplois disponibles, du coup. Et donc, quand ça va bien, il faut que ces demandeurs d'emploi puissent aller occuper les emplois qui sont recherchés par les entreprises. Donc voilà un peu l'idée. Qu'est-ce que vous répondez Bon, je me fais le porte-parole des syndicats. Mais la première critique qu'on fait à cela, c'est que du coup, ça va forcer les bénéficiaires des indemnités à accepter des emplois pour lesquels ils sont soit pas qualifiés, soit qui sont particulièrement contraignants, c'est-à-dire soit en horaire décalé, soit en temps partiel, soit extrêmement éloignés de leur domicile. Est-ce que du coup, le risque, c'est pas de précariser un peu plus des gens qui sont déjà dans une situation difficile? Oui, donc j'ai pas répondu, pardon, mais effectivement, il faut que la réforme puisse aussi... il faut avoir une vigilance, c'est toujours pareil, j'ai l'impression de un peu me répéter, mais il faut une vigilance sur les situations les plus compliquées. Après, là, encore une fois, c'est-à-dire ce qui ne relève peut-être pas que de l'assurance chômage, c'est aussi le système de solidarité, c'est les aides sociales qui prennent aussi le relais. Donc, quand une situation est très compliquée, après, on tombe dans les minima sociaux, on tombe. Je veux dire, il y a les aides sociales, il y a d'autres dispositifs qui peuvent éventuellement prendre le relais. Ou si, je dis par exemple, ça peut être ça aussi, si on a un événement heureux, ça peut être aussi
voilà, une allocation pour les jeunes parents. Bon, bref, il y a une diversité de situations. Et donc, c'est pas forcément à l'assurance chômage de tout prendre en compte. Ça peut aussi relever d'autres mécanismes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, oui, il faut une vigilance pour pas créer de la précarité supplémentaire. Là, je suis bien d'accord. Après, les personnes dans ces situations de précarité, ça ne relève peut-être pas uniquement de l'assurance chômage. Il y a des aides après ciblées, spécifiques, auxquelles ils ont droit, et donc il faut travailler aussi là-dessus. Et du coup, c'est vrai que je me répète, mais c'est aussi le versement automatique des aides sociales, etc., etc., quoi. Voilà. Ok. On arrive au bout de cet entretien. Alors déjà, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a sur la question du chômage des jeunes, sur la précarité étudiante ou plus généralement sur la question de l'emploi, un sujet important pour vous qu'on n'a pas abordé, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait bien tout le tour de la question? Non, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour, mais juste rappeler, voilà, sans vouloir faire propagande ou quoi que ce soit, que c'est vrai que on entend souvent beaucoup de critiques et bon, parfois c'est assez logique. Enfin, je veux dire, c'est le débat politique et voilà, je conçois qu'il puisse y avoir des points de vue différents ou même des oppositions, évidemment. Mais juste vous rappeler aussi, parce que c'est mes convictions et c'est aussi ce pourquoi je milite, que le gouvernement est aussi engagé depuis 2017, a pris beaucoup de décisions pour la jeunesse, pour l'emploi, et qui commencent à porter leurs résultats. En plus, dans des situations, notamment de crise qu'on a connues, qu'on continue de connaître, où c'est quand même compliqué. Et malgré ça, oui, donc le pays quand même tient. Parfois, encore une fois, c'est pas simple selon les territoires. Mais globalement, notre système reste assez solide au niveau social. Le budget des ministères, pour certains, augmente, comme on l'a dit, par exemple sur l'éducation. C'est des choses importantes, ça compte, de pouvoir rémunérer correctement les professeurs, de pouvoir, pour l'enseignement supérieur, d'avoir, par exemple, on en parlait un petit peu, que le Crous, ce ne soit pas un truc dégueulasse, voilà, je caricature, mais qu'il puisse y avoir des conditions dignes pour nos jeunes, qu'ils soient étudiants ou lycéens, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que le gouvernement met les moyens. Après, il faut rester, encore une fois, vigilant sur comment c'est utilisé dans les territoires. Est-ce que c'est suffisant? Voilà, donc là, après, c'est le job, un peu, je dirais, des politiques, des partis politiques comme nous, mais aussi des parlementaires, des élus, mais aussi, éventuellement, des journalistes et des associations. Là, c'est un peu plus votre parti, mais de pouvoir aussi alerter et de dire... et aussi d'avoir des analyses un peu objectives, donc comme on l'a fait un peu ce soir, de donner beaucoup de chiffres. Donc parfois c'est un peu aride, mais c'est important de pouvoir aussi avoir des ordres de grandeur pour se rendre compte de ce qui est fait, des trajectoires, est-ce que ça augmente, ça baisse. Bref, se rendre compte un peu des moyens qui sont déployés. Et en même temps, il faut toujours faire mieux. Et c'est un peu ce que je disais, par exemple, pour finir là-dessus, dans la tribune que j'ai publiée sur votre site. C'est qu'il faut aussi parfois... donc c'est très bien tout ce qu'on fait. Enfin, ce n'est pas moi qui vais dire l'inverse, évidemment. Mais il faut aussi aller plus loin parce que la situation reste quand même très compliquée dans le pays socialement. Il y a une crise encore assez forte sur, encore une fois, l'inflation. Donc, il faut être vigilant à ça et penser aussi à la suite. Comment on fait pour aller encore plus vite ou plus fort, faire mieux sur, par exemple, les bourses. Ça, c'est un sujet pour moi, il devient urgent. Il faut que le gouvernement se saisisse vraiment de ce sujet-là. Il est en train de le faire, mais il faut que ça aille vite. Autre sujet, par exemple, on en a parlé aussi, la question d'un revenu universel. On l'entend un petit peu moins maintenant. On parle beaucoup du RSA, on en a parlé aussi. On parle beaucoup du RSA avec une logique de devoirs un peu plus forte, plus d'incitation, etc. Et certains disent plus de contraintes. Bon, moi, je ne trouve pas. Mais voilà, en fait, il faut veiller à cet équilibre-là. Et c'est-à-dire aussi, moi, je suis très attaché à ça, c'est plus de justice sociale, plus de droits, conquérir de nouveaux droits, notamment pour les plus jeunes, pour les plus pauvres. Et bon, je suis beaucoup trop long, désolé. Mais disons, c'est un peu mon ADN de gauche dans la majorité présidentielle. C'est aussi
tout ce qu'on fait soit bon pour l'économie, mais n'oublie pas les plus précaires et accompagne les plus jeunes vers la réussite et ne laisse personne au bord du chemin. Voilà, j'arrête. Très bon mot de la fin. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le débat sur le CEJ et sur l'emploi des jeunes est à retrouver dans le numéro 50, qui est encore disponible sur le site, que vous pouvez retrouver chez vous en version papier ou en version numérique. Donc, abonnez-vous si vous voulez découvrir ce débat et l'article qu'on a produit par rapport à ça. Juliette, peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup Alexis Gibellini d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live et à tous ceux qui vont le regarder. On continuera le mois prochain à faire des séries sur les politiques européennes. Et demain soir également, on sera en live à 18h, donc n'hésitez pas à venir. Et merci à tous et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des recommandations de sujets. Oui, et petite précision, demain, du coup, le sujet, on parlera des pesticides. Des pesticides. Est-ce qu'une agriculture à 100% sans pesticides est possible? Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore, merci à tous dans le chat, merci pour vos commentaires et à très vite. Salut. Merci pour votre invitation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.